J'invite vraiment tout le monde à lire ce livre, Le Mort de La Rochelle, que j'ai dévoré. Ouais. Je vais le reprendre, de toute façon, on va mettre le lien. Si vous êtes comme moi, vous allez le lire en une grosse journée. Vivez la vie telle qu'elle se présente, surmontez les épreuves qui s'offrent à vous comme des expériences qui vous rendront fort et surtout, vivez le bon pour ce qu'il est, la richesse et l'émerveillement de la vie. Catherine, bonjour, bienvenue sur la chaîne Messangel. Merci de m'accueillir. Alors tu es médecin de formation, tu te lances dans l'aventure aussi du roman en 2003. Tu obtiens ta première reconnaissance avec le prix Littré en 2008 pour le roman Manipulation. Exact. Tes héros sont beaucoup des héroïnes, je pense qu'on en reparlera un petit peu. Tu as aussi beaucoup écrit pour la jeunesse avec notamment une collaboration avec Disney Hachette Presse. Très formateur. Et enfin, la poésie t'accompagne, accompagne ta vie en mettant notamment des mots sur la souffrance infantile. Nous te recevons pour ton dernier ouvrage qui s'appelle Le Mort de La Rochelle, que j'ai dévoré, que j'ai lu beaucoup plus vite que je pensais. Et aussi pour ton double regard sur la vie en tant que médecin et écrivain, qui nous intéresse forcément ce regard énormément sur notre chaîne. Alors peut-être première question, quelle a été ta première vocation ? Soigner la vie des autres ou écrire sur la vie des autres ? Soigner, c'est vraiment ma première passion. La médecine, et je n'ai jamais regretté d'avoir embrassé cette matière. Et elle m'a donc toujours accompagnée depuis mes études. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je ne travaille plus à temps complet, mais je continue à faire des missions médicales. Donc ça, c'était vraiment ma première passion. Je crois que le dénominateur commun avec l'écriture, c'est la passion des gens. L'être humain est fabuleux, tellement imprévisible. Et du coup, la partie romancière est venue à quel moment ? Alors, en deux mots, lorsque mes enfants étaient petits, je leur écrivais des histoires. Donc effectivement, j'ai travaillé sur des contes avec Disney Hachette Presse. Ensuite, quand ils ont grandi, à chaque anniversaire, ils avaient leur petit roman. Et un jour, je leur ai dit, écoutez, vous êtes trois, un roman, c'est pas facile, hein. Choisissez un thème commun. Donc ils ont choisi la Première Guerre mondiale, sans savoir que leur mère avait carrément fait l'impasse au bac sur cette matière-là, enfin sur cette époque-là. Et chemin faisant, donc j'ai commencé mes recherches. Je suis descendue en Ariège et je me suis dit, mais au fond, ce que je suis en train de faire, je pourrais en faire un roman pour adultes en rendant hommage à mon arrière-grand-mère qui écrivait son journal intime et qui donc pouvait camper la vie de tous les jours. Et c'est comme ça que l'Ariégeoise est née, 2003, donc premier roman. Après, je n'ai jamais arrêté d'écrire, au rythme d'un livre tous les ans, voire tous les 2 ans. Donc je suis romancière depuis 20 ans. Et comment tu as basculé de l'écriture pour les enfants vers les adultes ? C'est quoi les différences essentielles entre les deux ? Ah, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Le roman pour adultes, alors pourquoi le roman ? Parce que je pense, et surtout lorsqu'on fait une profession un peu difficile, comme la médecine, mais il y en a d'autres, on a besoin de s'évader, de se créer un monde parallèle dans lequel on se ressource. Je pense que c'est pour ça que le roman vient à moi. Après, il y a différents axes d'écriture. Mes 2 axes d'écriture sont les romans à trame historique, les reconstitutions d'époque, et puis les romans de suspense. Mais chaque fois, même dans les romans de suspense, en arrière-plan, il y a un vrai sujet. C'est ça qui est passionnant dans la vie d'un auteur, c'est que certes, on écrit pour un public, mais aussi on fait des recherches, et donc on s'enrichit. Avec ce double regard qui est particulier lorsqu'on est médecin, puisque le médecin prête sa réflexion à l'écrivain, et l'écrivain alimente la réflexion du médecin, puisque écrire, c'est être lent, structurer sa pensée, aller beaucoup plus loin. C'est pas que les médecins ont un esprit court, pas du tout, mais bien sûr qu'on balaye les problématiques de santé avec un œil scientifique, pragmatique, etc. Pour illustrer ça, mon 2e roman qui s'appelait Dérapage illustrait l'alcoolisme des femmes. Bon, il y avait une raison, à l'époque j'étais à la commission de permis de conduire et je me suis aperçue qu'en fait souvent c'était des femmes qui utilisaient l'alcool comme compagnon de solitude. Et à partir de ce moment-là, j'ai réfléchi
J'ai écrit ce livre et franchement après, je ne parlais plus du tout de ce problème de la même manière avec les femmes. J'étais beaucoup plus décontractée dans ma manière de l'aborder. Donc c'est pour dire qu'il y a un va-et-vient entre les deux. Donc ce que tu as rajouté, on va dire, à ton approche médicale, c'est la psychologie peut-être un peu plus profonde. Alors différente parce que moi j'aimais bien écouter les gens. J'avais été aussi formée à ça, parce qu'à l'époque on parlait beaucoup moins de la relation empathique, mais moi je suis sortie biberonnée à ça de mes études, donc cette empathie je l'ai toujours eue. C'est différent, c'est une autre façon effectivement peut-être plus profonde d'être empathique. Lorsque l'on écrit, on maîtrise mieux le sujet, on a peut-être davantage des mots humains et on communique peut-être mieux sur le sujet. Est-ce que toi, tu as une façon de penser tes personnages où tu les regardes, on va dire, extérieurement, ou alors chacun de tes personnages, tu les incarnes pour les penser ? Alors, il y a les deux, c'est-à-dire qu'il est quand même recommandé lorsque l'on veut faire un roman, effectivement, il n'y a pas de roman si les personnages ne sont pas attachants. Pour cela, il y a quand même une forme de méthodologie. Comment dire, il faut savoir un petit peu imaginer le patient dans son physique, son histoire. Il faut lui donner une vie. Et ça, il faut y réfléchir beaucoup. Mais c'est vrai que lorsque l'on écrit, le personnage va finir par te souffler à l'oreille son destin. Voilà. Il y a une sorte d'aller et retour très particulier. Ouais, tu rentres en empathie profonde avec eux, en fait. C'est ça. Alors, il y a des personnages où il faut fusionner avec. Et il y en a d'autres qui sont... on ne fusionne pas avec, mais on leur donne corps. Et puis, ils te soufflent certaines choses. Tu ne peux pas préméditer un personnage totalement. Tu peux l'étudier, lui donner un cadre, savoir comment il évolue. Et après, c'est une histoire humaine. Même si le personnage est complètement dans ta tête. Mais il faut être un peu fou pour être écrivain. Oui. Je crois qu'il faut être un peu schizophrène. Alors j'avais fait une intervention dans un congrès d'hypnose où j'avais proposé comme thème est-ce que la création artistique n'est pas un peu de la folie ? Et j'avais été balayer un peu la littérature et il semblerait qu'il y ait quand même dans le cerveau des créatifs, notamment des écrivains, des parentés avec certaines pathologies, comme la schizophrénie. Alors, je ne suis pas en train de dire que les écrivains sont fous, simplement, sans doute, il y a une partie, effectivement, on doit se dissocier quand on écrit. Moi, si j'écris, je décolle, je suis ailleurs, je ne suis plus dans cette pièce, je suis ailleurs. Si on me demande quelque chose, il me faut le temps de redescendre. Et cette capacité à sortir complètement de réel pour aller ailleurs, c'est une autre dimension qu'effectivement on va partager avec d'autres structures mentales. Pour moi, la schizophrénie, toutes ces choses-là sont effectivement ce sont des pathologies, mais avant tout, ce sont des fonctionnements. En plus, toi, tu écris notamment des polars, et forcément, il y a des personnages sombres. Et ce qui est certainement incroyable, c'est d'écrire des personnages et de les penser, des personnages qui ont vraiment soit des traumas, en tout cas peut-être des raisons d'être sombres, en tout cas. Comment, toi, ça t'atteint le fait de penser ces personnages-là qui sont peut-être assez loin de toi, parce que bon, tu as l'air d'être très rayonnante et lumineuse. Non, ça va, mais j'ai comme tout le monde, tout le monde a un côté sombre. Mais les personnages, ils sont attachants. Dans mes polars, c'est pas du polar trash que je fais. C'est plutôt du polar type Agatha Christie. C'est-à-dire qu'il va y avoir un vrai enquêteur, un enquêteur professionnel, et la plupart du temps, il y a un enquêteur aussi malgré lui. Et donc ces personnages quand même, parce qu'il faut quand même muscler un peu l'intrigue. Et effectivement, il faut les imaginer. Ils vont vous souffler des horreurs à l'oreille. Il faut les vivre. Mais ça va, on y arrive. On est content de sortir de la relation avec eux. Mais en même temps, ils sont fascinants. De toute façon, la folie, malheureusement, la violence est fascinante. Bon, ça, on pourrait en discuter. C'est vraiment un thème qui m'obsède. Artistiquement, c'est un thème qui m'obsède vraiment. Mais les personnages sombres sont fascinants. Ils sont nécessaires, puis même, j'imagine, même pour exorciser, toi, ce que tu as pu voir en tant que médecin, je pense qu'il doit y avoir une forme aussi tu as besoin certainement de sortir des choses, quoi. Oui,
Oui, tout à fait. Mais genre, je précise une chose, je ne vole jamais la vie de personne. C'est-à-dire que je n'irai jamais prendre un fait divers, l'utiliser et le mettre en scène. Mais c'est vrai que les travers, le côté sombre, en fait les mécaniques perverses m'interpellent beaucoup. D'ailleurs, on le voit bien dans ce livre, dans Le Mort de La Rochelle, puisqu'en fait, en arrière-plan, il y a quand même une manipulation, il n'y a pas que ça. Ça m'interpelle toujours. Tes personnages principaux sont donc souvent des femmes. Oui. Quelles ont été les femmes qui t'ont inspiré ou quelle part de toi peut-être mets-tu dans ces héroïnes-là? Disons que les femmes, il y a un dénominateur commun dans toutes mes héroïnes, c'est que ce sont des femmes fortes qui vont donc être capables de résilience, de rebondir sur un trauma grave. C'est l'hommage que je fais aux femmes et c'est peut-être ma nature féministe là qui ressort puisque je suis vraiment une féministe qui aime bien les hommes, je précise, je ne suis pas du tout dans la détestation. C'est vrai que je rends hommage aux femmes fortes. Est-ce qu'il y en a qui m'inspirent plus que d'autres? Bon, écoute, on va parler du Mort de La Rochelle alors, peut-être. Mon personnage principal, c'est Stéphanie. C'est une femme médecin et lorsque son mari décède, elle est complètement désemparée. Elle, bien sûr, comme toutes les veuves, elle est complètement désemparée. Il y a immédiatement aussi une référence à son passé, la manière dont elle s'est construite, la manière dont elle fonctionne, tout un schéma narratif autour de cela. Sa résilience, elle va le faire dans son combat de mère. Et ça, c'est vrai qu'être mère d'une adolescente, difficile, c'est une véritable épreuve dont on doit sortir grandi, mais qui n'est pas simple. Donc là, oui, j'ai eu des adolescences bruyantes à la maison. On peut dire que j'ai pris dans mon vécu certains éléments, pas tous les éléments, loin de là, mon Dieu, mes pauvres enfants, je ne vais pas leur faire porter une étiquette qu'ils n'ont pas. Mais quand même, oui. Donc cette résilience, ça va être la force d'une femme qui va combattre pour éviter le pire à sa fille. Parce que sa fille est prise de plein fouet par ce deuil. Déjà, il y a une sorte d'incertitude. Est-ce un meurtre? Est-ce un suicide? Et la petite, qui a 18 ans à l'époque, mais qui est une fausse petite fille modèle en fait. Elle a toujours fait tout pour faire plaisir à ses enfants. Il faut se méfier des enfants parfaits. Elle va complètement retourner sa formidable énergie contre elle-même. Et sa mère le pressent tout de suite. Et elle va vraiment devenir enquêtrice malgré elle. Pas étouffer sa propre peine, mais surmonter tout de suite sa propre peine pour éviter à sa fille de sombrer. Donc ça, c'est ça, c'est la thématique de la mère d'adolescent difficile. Un adolescent, il n'est jamais difficile par hasard. Il peut être difficile parce qu'il a besoin de se construire, de déconstruire une image que son éducation lui a donnée, mais finalement qui ne correspond pas à sa vraie personnalité, etc., etc. J'imagine qu'un médecin, il est au cœur de la souffrance humaine, peut-être que mal d'autres métiers. Ouais. Tu as pu faire sortir de ta tête toutes ces histoires qui sont terribles grâce à l'écriture. Dans ce dernier ouvrage, j'ai l'impression que les médecins n'ont aucune ou très peu de psychologie ou d'aide psychologique justement pour accompagner leurs patients. Quand on en parlait un petit peu avant, j'ai mon papa qui est malade et c'est vrai que quand on est en lien avec des chirurgiens ou des médecins, c'est vrai qu'il y a vraiment, on nous apprend quand même des horreurs, on va dire, avec assez peu d'empathie. Est-ce que pour toi, est-ce que les praticiens qui n'ont pas la chance d'être romanciers comme toi, ils ont même pour eux-mêmes un accompagnement ou une formation psychologique pour absorber toutes ces horreurs, soit à apprendre ou à voir? Est-ce que ça fait partie de la formation des médecins Alors, apprend-on aux médecins à pleurer? Ça pourrait être ça, en fait. Il faut savoir que le médecin, c'est quelqu'un qui est totalement dans la retenue. Il va absorber tous les chocs, toutes les situations qu'il voit, sans jamais rien restituer, parce qu'il n'est pas là pour ça. Il est là pour se mettre au service de son patient, ce qui peut parfois entraîner un discours brutal à cause de ce que l'on appelle les mécanismes de défense. Or, les mécanismes de défense sont des mécanismes qui te permettent, face à une épreuve ou face à quelque chose qui te dérange profondément, de tenir debout. Ces mécanismes sont donc inconscients. Et donc, ça peut se traduire pour un médecin
par un abord froid et impersonnel. Ça n'existe pas. En fait, le médecin n'est jamais indifférent au sort de son patient, mais il peut ne pas savoir communiquer. Pour répondre à ta question, jusque-là, il y a très peu de médecins qui sont réellement formés aux soins palliatifs, sauf s'ils embrassent des disciplines où réellement le soin palliatif existe parce que les pathologies sont potentiellement fatales, ou qu'il fait carrément une formation particulière de soins palliatifs. Mais ça, vraiment, il faut retenir que c'est plus de la retenue, de l'extrême pudeur, que de l'indifférence. Mais ça ne fait pas du tout partie du cursus de formation, justement, de savoir annoncer certaines nouvelles, quoi. Ça ne fait pas partie de la... Justement, pour moi, on est au service, un médecin, par exemple, il est au service d'un patient, mais pour moi, la part psychologique, elle est aussi au service du patient, oui. Quoi, tu vois. Alors, les jeunes médecins sont plus sensibilisés que ma génération à l'abord humain de la personne. Par exemple, en cancérologie, les plans cancer ont fait que cela aboutissait à consultation d'annonce. C'est-à-dire qu'on ne va pas brutalement laisser le patient face au diagnostic en lui mettant devant lui 5 minutes ou 10 minutes d'écoute. Ces consultations d'annonce ont eu un effet vertueux. C'est-à-dire que les médecins, déjà, savent maintenant qu'il faut dire la vérité aux patients, j'allais dire avec des mots gentils. Et donc, ils vont prendre plus de temps, ils ne vont pas forcément attendre une consultation d'annonce pour le faire. Je pense que les médecins sont plus à l'écoute. Maintenant, il y a aussi un facteur qui existe à l'heure actuelle, malheureusement, c'est que les médecins sont peu nombreux, avec une charge de travail qui les oblige à réduire leur temps d'écoute. Il faut le prendre en compte, ça aussi. Et malheureusement, pour le moment, ça ne peut pas s'arranger. Mais en tout cas, s'il y a une chose à retenir, les médecins ne sont pas indifférents. Non, mais ce qui est intéressant, puis moi c'est un peu ce qu'on essaye de ramener sur Messenger, c'est qu'on parle de tout un tas de sujets liés à la fin de la vie, à la mort, au deuil, etc. Mais c'est vrai que je trouve que ça fait partie même de la formation finalement des gens. C'est vrai qu'on peut imaginer que même nous, on va dire en tant que citoyens, on a besoin peut-être de se former à savoir comment interagir finalement avec la médecine, parce on pourrait en vouloir aux médecins de ne pas avoir le temps ou de ne pas avoir cette psychologie-là, mais nous, on peut se poser la question de dire est-ce qu'on sait communiquer finalement avec la médecine, quoi. Puisque tu parles du deuil, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup et qui me passionne parce que justement dans ma formation de soins palliatifs, il y a tout un volet qui est consacré au deuil. Et ce deuil, effectivement, la culture palliative déjà, prévue un peu par le législateur, n'était pas l'apanage des soignants. Cette culture palliative, il faut l'envisager pour le citoyen. C'est plus le citoyen qui doit s'en emparer. Et c'est pour ça que les bénévoles, par exemple, des soins palliatifs existent. Ils ne sont pas médecins, mais ils vont aussi partager cette culture du deuil. Et les gens doivent connaître les étapes du deuil. C'est très important. Est-ce que les médecins connaissent tous les étapes du deuil? Ce n'est pas certain. Si tu veux brièvement, justement, on va les présenter, tu veux bien? Bien sûr, au contraire. Et on va s'accrocher au personnage de Solène, l'adolescente dont j'ai parlé tout à l'heure. La première des choses, lorsque quelqu'un meurt, c'est qu'on n'y croit pas. Il faut le temps. Le cerveau est sidéré et la première des choses, c'est les rituels pour permettre à la personne d'accepter la réalité de la mort. Les rituels sont très importants. Voir le mort, l'enterrer, c'est très important. Et après, il y a une phase importante qui est la phase du lien. C'est-à-dire qu'à la fois, on sait que la personne est morte, mais on a besoin encore qu'elle vive quelque part. On a besoin d'être en lien. Solène, c'est ce qu'elle fait à sa manière. C'est-à-dire que là, brusquement, cette adolescente trop parfaite, qui étudiait très bien à l'école, qui était très bonne pianiste, qui faisait des concours, elle adorait son père. Brusquement, elle se retrouve sans père, c'est insupportable, et elle va casser son système. Elle ne va plus rien faire à l'école, elle va délaisser son piano, et elle va donc aussi s'abriter derrière une apparence extraordinaire. Alors, on va la voir perdue dans des vêtements noirs, vaguement gothiques, etc. Et à un moment, je décris ça et
je mets un point et je dis Solène pleurait son père. Et c'est une manière qu'elle a, très particulière, de faire en sorte de dire à sa mère, il est encore là. Tu vois là, regarde-moi, et mon père est encore là, il est entre nous, il nous lie. Tu es obligé de combattre avec moi, tu es obligé d'être mon punching ball. C'est très inconscient. La mère d'ailleurs très courageusement va rester dans cette position difficile que toutes les mères d'adolescentes, et les pères souvent aussi, connaissent, c'est-à-dire qu'en fait, d'être le parapet du pont, celui qui va empêcher son enfant de complètement tomber. Donc Solène, une grande partie, elle va faire ça. Elle va également se lier avec quelqu'un avec lequel elle va amorcer un processus d'autodestruction. Et là, elle va basculer dans la troisième période du deuil, qui est une phase qu'on va dire dépressogène. Ce n'est pas de la dépression nerveuse maladie, mais c'est un moment où l'on est déprimé, où l'on a l'impression que tous les efforts qu'on a faits pour faire face s'écroulent. C'est une phase qui est très importante et très structurante. Mais le mort, il est encore là. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, je reprends cette position de la main qu'avait eu mon professeur en soins palliatifs. Longtemps, le mort est là. Et tu peux voir qu'à travers ton deuil, tu es très malheureux, très triste, très fatigué, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Et après, tu vas te reconstruire avec tes propres pierres, avec tes propres atouts. Et tu vas créer avec ton mort les liens finalement que tu as eus avec lui pendant la vie. Si tu l'as adoré, tu vas l'adorer. Si tu l'as moins aimé, tu vas sans doute moins l'aimer. Mais petit à petit, ce mort, il va être là. C'est-à-dire qu'il va être dans ton champ visuel, mais il va t'accompagner. Un peu comme, voilà, une sorte d'ange ou de démon gardien qui va t'accompagner. Tu vas l'intérioriser, ce mort. Tu vas en faire quelque chose. C'est ça les phases du deuil. Est-ce que moi j'avais lu un petit peu sur ça, qu'un des rôles de ce phénomène un peu de dépression fait que tu bascules justement ce souvenir du mort d'une mémoire vive à de la mémoire à long terme, que physiologiquement tu bascules de type de mémoire en fait. Tu as vraiment de la mémoire qui te sert à vivre ton quotidien, et puis tu as la mémoire à long terme sur laquelle tu ranges des souvenirs et tout un tas de trucs, et que c'est un des rôles de ce phénomène de dépression qui est de faire un espèce de transfert, de sortir la pensée du mort de ta mémoire vive, celle que tu ressasses tout le temps, à petit l'amener justement vers la mémoire à long terme, où il faut commencer à faire un effort pour repenser à la personne. Alors oui, je pense que c'est plus profond que de ranger le mort dans la boîte à souvenirs comme on fait grâce à notre petit hippocampe. Tu sais que l'hippocampe, c'est un petit machin dans le cerveau qui te donne le contexte d'un événement. Et le contexte d'une peur, le contexte de quelque chose. Donc tu ranges ça dans des choses, et puis de temps en temps, ton esprit il fait reset, il t'enlève, il dégarnit l'armoire pour mettre d'autres souvenirs. Le mort, je pense qu'il est plus, quand même, il fait plus partie de ton cœur. Peut-être qu'il est lié à toi par quelque chose qui nous dépasse, une sorte de lien. On parlait tout à l'heure de l'âme, d'une autre dimension. C'est très possible que ce soit ça. En tout cas, je pense que nous tous, quand ça va mal dans notre vie, quand on ne sait plus comment faire, on va chercher notre mort pour... il nous apporte quelque chose, il nous apporte... quelque chose qui fait partie de nous, qui va nous porter vers quelque chose de positif. Et puis on n'a pas envie de l'oublier complètement non plus, quoi. On a besoin, quoi. Oui. C'est ça la différence entre l'armoire à souvenirs et le mort. Je pense que nous sommes reliés à lui. Alors, les gens qui s'occupent un peu de paranormal disent déjà que l'histoire du monde est un hologramme gigantesque replié sur lui-même. Et que de toute façon, à partir du moment où on a été connecté à quelqu'un, on reste connecté. C'est pour dire que je pense réellement que de toute façon, nos morts, ils vivent toujours, ils vivent en nous, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous-mêmes on meure. Et je trouve que c'est joli en fait. Ouais. Alors ça, c'est des bons morts. Après, tu as aussi les mauvais morts. Ceux qui te vont un petit peu... Alors ceux-là, peut-être qu'il va falloir apprendre à les domestiquer, ceux-là. Il va falloir un peu plus d'efforts. Parce qu'il y a quand même des mauvais morts aussi. Je voudrais qu'on revienne sur cette première phase qui est un peu cette phase de déni, mais où tu disais qu'il faut être en relation
avec le corps mort de quelqu'un. Est-ce que toi, c'est quelque chose aussi que tu ressens, que c'est quelque chose qu'on me dit très très souvent, que c'est quelque chose qu'on ne sait plus faire? On a tellement sorti la relation, par exemple, à un corps mort de nos vies, que maintenant c'est qu'on meurt à l'hôpital, etc. On a tendance quand même assez naturellement à interdire presque à des enfants ou des ados d'aller voir le corps par exemple d'un grand-parent qui est décédé. Est-ce que ça fait que dans l'inconscient collectif, finalement, on ne sait plus trop gérer en fait, cette relation à la mort? Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Revenons sur l'histoire des mentalités. Je zappe tout jusqu'au XXe siècle. XXe siècle, c'est important, fin 19e, début 20e, c'est important parce que le médecin prend une autre dimension. Jusqu'au 19e siècle, la médecine a beaucoup progressé, mais elle est restée contemplative en termes de thérapeutique. Il y avait très peu de choses à apporter. Et puis, fin 19e, on va commencer à avoir des sérums contre la rage, des vaccins contre la rage. On va commencer à pouvoir soigner la diphtérie, apporter des solutions pour le choléra, pour la typhoïde, etc. Donc, le médecin va commencer à devenir, on va dire, plus sérieux parce qu'il va donc pouvoir combattre les maladies. Et après, on va aller plus loin, on découvre les antibiotiques. Et les antibiotiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut soigner la tuberculose, par exemple. Hein, la grande faucheuse qu'est la tuberculose, on va avoir des armes pour lutter contre. Et puis d'autres maladies, bien sûr, infectieuses. Cette connaissance des antibiotiques, c'est tout début des médicaments anticancéreux, va faire basculer le médecin dans une sorte de toute puissance. Je suis médecin, je peux guérir, je peux affronter la mort, je peux vaincre la mort. Puisque je peux vaincre la mort, je vais commencer à l'ignorer. Et c'est vrai que les gens ont tendance à aller mourir à l'hôpital, on occulte complètement la mort, je suis d'accord. Et là-dessus arrive le sida, qui remet les pendules à l'heure, parce que l'époque du sida, c'était l'époque où on était désemparés. On se retrouvait face à une pathologie qui emportait un maximum d'êtres jeunes, dans des souffrances abominables, et on se retrouvait tout nu, sans traitement, sans rien. Bizarrement, ou est-ce qu'il y a un hasard? Je ne crois jamais au hasard. C'est à cette époque que se sont beaucoup développés les soins palliatifs, justement. Et cette culture palliative a ramené la possibilité de mourir à domicile. Pendant 15 ans, j'ai été médecin d'hospitalisation à domicile dans la région. Donc, on pouvait espérer accompagner quelqu'un à son foyer jusqu'au décès, sans qu'il soit hospitalisé. Alors, évidemment, ce n'était pas une contrainte pour la famille. On n'oblige pas les familles à reprendre parce que chacun voit midi à sa porte, mais le nombre de gens qui, grâce à cette possibilité, meurent à domicile est incroyable. Donc, si tu vois, en fait, on ramène la mort dans la vie. Voilà, et j'espère que donc cela pourra continuer comme cela, puisque, bon, après, on va pas dire, mais j'espère que l'évolution des choses permettra de continuer à développer les soins palliatifs à domicile. Par ce biais-là, donc la mort est de nouveau. Alors pour les enfants, c'est vrai qu'on n'est pas à l'aise pour parler avec eux, mais une fois de plus, on peut se faire aider de conseils via les équipes soins palliatifs pédiatriques. À la limite, je ne pense pas qu'il faille imposer à un enfant la vision d'un adulte mort. Il ne faut pas non plus lui imposer de refuser ça. Donc toi, tu conseillerais de proposer? Oui. Enfin, en tout cas, déjà d'en parler et de dire est-ce que tu voudrais le voir ou pas le voir, mais en tout cas... Et se fier. Et alors, si l'enfant veut voir, évidemment, il faut accompagner, il faut expliquer, etc. Et puis, je pense que parallèlement, il ne faut pas en rester là. Il faut effectivement décrocher son téléphone. Il y a des lignes pour les réseaux de soins palliatifs. Dire, voilà, j'ai telle problématique, qu'est-ce que je peux avoir comme conseil, etc. Et se rapprocher d'équipes de soins palliatifs qui vont aussi nous aider. Parce que c'est pas facile, parce qu'on sait jamais, qu'on a peur de traumatiser l'enfant et que je pense pas qu'il y ait une réponse pour tous les enfants et autant personnaliser la chose. Là, c'est vraiment, il y a une chose à bien retenir. Là, c'est le médecin qui parle. Mais n'hésitez pas, si vous avez un problème lié à un soin palliatif,
n'hésitez pas à appeler le réseau, il est là pour ça. Oui, puis en plus, je pense en tant que parents, on n'est pas forcément tous en mesure de trouver les mots et puis avoir cette écoute qu'on doit à nos enfants pour est-ce que tu veux me parler de ce que ça t'a fait de voir ton grand-père comme ça, tu vois. Enfin, j'imagine qu'on n'a pas tous cette psychologie-là pour accueillir ça. Après, il ne faut pas avoir peur d'exister. Hein. De toute façon, qu'est-ce que c'est être parent si ce n'est faire plein d'erreurs? Oui, bien sûr. Qui fait des erreurs ne traumatise pas forcément. Moi, je me souviens avoir été à l'époque conviée par une institutrice dans une classe pour créer une histoire avec les enfants. Et puis après, ce qu'on faisait, c'est qu'on leur faisait illustrer, on enregistrait l'histoire, donc ils faisaient leur propre histoire. Et il arrivait un moment, je ne sais pas comment ça a débarqué dans le truc, c'est que le grand-père, il devait mourir. Alors, je dis, non, c'est un peu triste ça. Et là, il y a des petites mains qui se sont levées. Dame. Alors je dis oui. Moi, j'ai mon grand-père, il est mort. Mais moi aussi. Et je me suis aperçue, les enfants, ils avaient besoin de parler de ça. Très vite, Donc on les a laissés exprimer. Voilà. Et finalement, cette relation des enfants à la mort, pourquoi les en exclure? Enfin, je veux dire que eux aussi, ils auront des traumatismes. Donc on est là pour les emmener sur la route de l'âge adulte, on n'est pas là pour les mettre sous cloche comme la rose du Petit Prince. Oui, puis moi je suis persuadé que même à moyen ou long terme, ça va être plus dommageable d'avoir occulté cette réalité-là. C'est ça. Que d'en parler. Et puis en plus, ils sont ils sont quand même très doués, les enfants, pour accepter ça, en fait, quoi. Après, il faut savoir que les enfants, selon leur âge, jusqu'à un certain âge, ça y est, il ne me revient pas en tête, parce que je ne suis pas pédiatre, mais je crois que jusqu'à 5-6 ans, ils n'ont pas la réalité de la mort. Et après, par contre, ils ont une réalité. Oui, ça vient très vite. Après, quand ils s'approchent de l'adolescence, ils sont vraiment... il y a des stades, et c'est la raison pour laquelle c'est bien de pouvoir se documenter. Oui, il y a des ouvrages, il y a des vidéos même à voir sur YouTube. Et tout ça. On a fait une vidéo d'ailleurs avec une philosophe qui notamment a travaillé sur des ateliers. Je pense que je remettrai le lien. Justement, on appelait ça, je crois, comment parler de la mort aux enfants. Et c'est vrai que c'est vraiment très très intéressant, quoi. Enfin, il y a des choses à faire, il y a des choses à dire pour accueillir. Et puis quand on ne se sent pas capable soi-même peut-être d'accueillir cette parole-là, il y a tout un tas de contenu. Tu vois, moi quand j'arrivais sur des familles où quelqu'un allait décéder, et puis il y avait souvent d'ailleurs des enfants, je demandais l'autorisation aux parents d'en parler. Je disais au petit garçon ou à la petite fille, est-ce que tu as des questions à me poser? Alors souvent ils disaient non. Mais parfois ils disaient oui. Et en présence des parents, je répondais le plus sincèrement possible à leurs questions. Parce que ça leur évitait de se faire un film, déjà. Oui. Parce que l'enfant, il capte tout, faut le savoir. Donc il ne faut pas non plus que la mort soit un sujet tabou, je ne pense pas, justement. Oui, ça l'est beaucoup. Nous c'est vrai qu'on lutte contre ça, parce qu'on est persuadé que c'est beaucoup plus dommageable de ne pas en parler que d'en parler. Donc, voilà un petit peu la raison de ta présence, entre autres. Quel a été ton premier contact avec la mort, toi? Ma grand-mère. J'ai perdu mon père, j'avais 5 ans. Mais on ne m'a pas emmenée à l'enterrement. Donc voilà. Et tu as un souvenir de ce temps-là? Parce que 5 ans, justement, qu'on parlait de cet âge un peu... J'ai pas de souvenir précis de mon père. Je pense que les souvenirs sont surtout des souvenirs qui ont été construits parce que j'ai grandi dans le respect de la mémoire de mon père. Je n'ai pas de souvenir de lui précis. Donc le premier mort que j'ai vu, c'était ma grand-mère. J'avais 16 ans. Voilà. Comme moi, c'est marrant. Enfin, c'est pas marrant d'ailleurs. Mais moi, c'était mon grand-père. Mais oui, c'est vrai que moi, alors qu'aujourd'hui, je parle de ça tous les jours, mais j'ai côtoyé vraiment la mort physique, plutôt tard, en fait, quoi. Oui, moi aussi. Mais alors, pour revenir quand même à cela, au fait que des enfants ou des adolescents soient vraiment confrontés à la mort, c'est pas par hasard que je me suis mise à écrire Noire Obsession et après Le Mort de La Rochelle. Dans mon parcours professionnel, je ne citerai pas de nom, mais dans mon parcours professionnel, j'ai vu l'assassinat d'un médecin et l'assassinat d'une infirmière. Et dans les deux cas, ils avaient des enfants. Et je me disais, mais comment ces enfants peuvent-ils grandir avec cette violence subie? Comment ça se fait? Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai fouillé le personnage de Solène.
pour montrer qu'effectivement, on parle de ça, on dit les pauvres enfants, machin, truc. Est-ce qu'on perçoit vraiment toute cette violence, toute cette sidération psychique que peut créer ça? Ton père ou ta mère a été assassiné. C'est vrai qu'en plus, heureusement, c'est pas. La plupart des morts sont naturelles ou liées à des maladies, donc c'est beaucoup plus acceptable. C'est quoi pour toi peut-être les différences essentielles dans la psychologie entre la mort de quelqu'un dite naturelle et justement ces violences-là, où là c'est un autre être humain qui a tué un autre être humain. Qu'est-ce que ça fait dans la psychologie? Je ne pourrais pas répondre de manière très précise et comme ça. Je pense que déjà la maladie, c'est pas qu'on a le temps de s'habituer, mais on prépare quelque chose. On prépare quelque chose. L'accident ou pire l'assassinat, c'est un événement brutal. Donc il peut générer aussi chez un enfant la peur de l'avenir. Oui. L'impression que, en fait, ça peut créer un psychotraumatisme. Oui, que ça peut survenir sans qu'on ne demande rien, quoi. Voilà. Le psychotraumatisme, ça, c'est un de mes thèmes chéris que j'ai développé dans Noire Obsession à travers un personnage, un ancien reporter sur la guerre. Est-ce que entre un accident de voiture, par exemple, et un assassinat, heureusement, j'en ai pas rencontré, mais c'est qu'on rajoute la couche d'un autre être humain qui a tué un autre être humain. J'imagine que le traumatisme est dingue. Je pense qu'entre les deux, il y a déjà, on va encore plus loin dans l'injustice. La maladie, c'est injuste. Oui. L'accident, c'est injuste parce que c'est une question de seconde. Et l'assassinat, non seulement c'est injuste, mais mon père ou ma mère a souffert ou on lui a enlevé sa vie. Un autre être humain est capable de faire ça. C'est encore plus injuste. Oui, puis pas dans le cadre, comme on voit malheureusement, de guerre ou autre, où là il y a une espèce de contexte qui fait que des êtres humains tirent sur des êtres humains. La guerre, je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais en tout cas c'est vrai que l'assassinat, ça rajoute vraiment qu'une couche psychologique, je trouve extrêmement puissante, quoi. C'est très puissant, c'est très puissant. Non seulement c'est d'un moment à l'autre ma vie va basculer, ce qu'on a déjà dans l'accident, mais en plus d'un moment à l'autre je peux me faire assassiner par quelqu'un. Ouais, c'est incroyable dans le sens premier, quoi. On ne peut pas le croire, quoi. Et dans ces cas-là, on est forcément suivi psychologiquement. J'espère. Ouais. C'est la grande nouveauté de notre siècle. C'est que maintenant, on prend en charge les psychotraumatismes. On les prend en charge... Alors là, dans Noire Obsession, j'avais décliné sur le père. Il y a déjà... alors, même en tant que guerre, quand les gens sont tout le temps sur le champ... dans le monde de la guerre et qui repassent au monde de la paix, ils s'y trouvent étrangers. Parce qu'il n'y a pas de sas. Maintenant, il y a des sas. C'est-à-dire qu'on ne les laisse pas rentrer comme ça, les militaires ou autres. Il paraît qu'on les soigne déjà. Parce que du jour au lendemain, t'imagines, t'es n'importe où dans une zone de combat, tu vois des morts, tu vois tout ça. Puis du jour au lendemain, tu vas te retrouver avec des gens qui vont dire « Oh chouette, mon chéri, on va choisir les rideaux de la chambre ». Il y a deux mondes là. Et s'il n'y a pas de ça, c'est pas possible. Maintenant aussi, tu vois bien que quand il y a un attentat ou quelque chose, il y a une cellule psychologique. Et puis, on a aussi, alors évidemment, il y a le suivi psychologique après un drame, que ce soit un accident. Là, maintenant, on va vraiment proposer à l'enfant, puisqu'on est sur l'enfant, un espace de parole. Et ça, je pense que c'est très important. Après, il y a aussi d'autres techniques pour les psychotraumatismes qui se mettent en place. Par exemple, le LMDR, le MDR, qui est une technique pour déprogrammer le cerveau et le reprogrammer correctement pour éviter le psychotraumatisme avec ces gens qui sont là, qui vivent tout le temps à 100 à l'heure,
se disent qu'il y a toujours un danger derrière eux. Qui tourne en boucle. Qui s'épuisent psychiquement. On en voit plein. Dans ce dernier ouvrage, Le mort de La Rochelle, tu abordes très peu la question spirituelle, ou alors par le prisme plutôt ésotérique, alors, sans rien dévoiler. Est-ce que le cursus médical évite volontairement les questions liées à la spiritualité? Et comment tu intègres cette question de la spiritualité, toi, entre le roman et la médecine? Alors, déjà, dans notre cursus médical, on est là pour répondre pragmatiquement à des questions de santé physique ou morale. Et donc, on a quand même une méthodologie, des recommandations, etc. Et le médecin est là pour délivrer la connaissance qu'il maîtrise, avec des solutions qu'il maîtrise. Ce qui n'empêche pas une écoute et une forme de tolérance. Si le nombre de gens, surtout par ici, qui allaient voir le rebouteux, le coupeur de feu, et moi je leur disais ça ne me dérange pas. À partir du moment où vous venez pour qu'on pose un diagnostic, après, pourquoi ne pas essayer? Mais vous revenez pour le suivi. Et donc moi j'ai toujours fait bon ménage comme ça, parce que on ne résume pas la vie des gens. On n'est pas là, on n'est pas directeur de conscience, nous médecins. Nous sommes le garant de la sécurité du corps. Et également la possibilité pour les gens j'allais dire déshabiller leur âme. C'est l'esprit, c'est le mot qui me vient à l'esprit, mais là c'est plutôt l'auteur qui parle. Mais voilà, de poser sur la table des vrais problèmes et des choses qu'ils ne diront nulle part ailleurs. Justement, tu parles d'âme. Il n'y a vraiment qu'une différence entre quand on voit la vie où on a notre esprit directement lié à notre corps physique, ou quand on voit la vie où potentiellement notre esprit pourrait vivre sans notre corps. Est-ce que ça, toi, c'est des sujets qui t'intéressent, et comment ça influe peut-être ta vision de médecin, et comment ça vient s'immiscer dans tes romans, ça? Ça s'immisce très bien. Moi, je sais que je ne sais pas. Moi, je sais que je ne sais rien. Et parce que je ne sais rien, j'écoute. Et je vois bien qu'il y a quand même des courants de gens très compétents à l'heure actuelle qui écrivent sur le sujet. Il y a quelque chose que l'on ne peut pas nier, c'est toutes ces personnes qui font des expériences de mort imminente. Le nier, là vraiment, alors là je pense que ce serait vraiment faire preuve d'étroitesse d'esprit. D'ailleurs, il y a des gens très compétents. Alors je parle de Stéphane Alix parce que tout le monde le connaît, mais il y a d'autres personnes qui vraiment imposent comme une réalité ces expériences. J'ai rencontré moi-même des gens qui témoignaient de telles expériences. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Ça veut dire qu'on ne sait pas qu'il y a peut-être effectivement une autre dimension que notre cerveau humain ne nous permet pas de percevoir. Le cerveau, pour certains, serait un filtre. C'est-à-dire que nous avons notre corps, notre monde physique, et autour, il y aurait une autre dimension, et avec la possibilité que l'on se connecte à cette autre dimension, ce qui expliquerait certains phénomènes paranormaux, comme la télépathie, comme ces gens qui disent qu'ils ont été inspirés, que c'était pas eux qui écrivaient, mais c'était Dickens, ou qu'ils étaient quelque chose qui nous connecte à une sorte de conscience un peu universelle. Et que le cerveau, en fait, il y a des gens qui disent on est tous avec cette dimension-là, et en grandissant, pour que on ne devienne pas fou, parce qu'on est équipé d'un cerveau de connexion, machin, notre cerveau filtrerait complètement et donc nous couperait de cette perception. Et que certaines personnes garderaient au moins un passage dans un domaine. Oui. Non, mais c'est passionnant. Enfin, moi, j'ai vraiment exactement la même posture que toi par rapport à ça. Je sais que je ne sais pas, mais pour moi, j'ouvre tout le champ des possibles. Voilà. Alors, d'un point de vue personnel, c'est pour ça que j'accepte quand quelqu'un me dit je suis médium, je ne le prends pas pour un cinglé schizophrène à aliéner. Je le prends pour quelqu'un qui a la faculté de se laisser traverser par ça. Les gens qui sont télépathes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, je pense qu'on est dans une période où on commence à avancer un petit peu sur ces sujets-là, mais c'est vrai qu'on ressort aussi tout juste d'une période où, par exemple, le mot paranormal
c'est très connoté émission de télé qui est un peu barrée sur la 5, où du coup, voilà, paranormal, on entend presque pas normal, hors de la normalité. Et du coup, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a vraiment toute une éducation à faire, peut-être même dans les mots qu'on emploie, pour pas être connoté ésotérisme, etc. quoi. Plus cette culture-là, cette nouvelle culture sera développée, et plus on rendra service à des gens qui, pour une raison ou pour une autre, vont se laisser influencer par la pensée magique. Alors, en tant que médecin, moi je m'insurge contre la pensée magique. Je l'ai bien développée dans Manipulation. Tu parlais du prix Littré. C'est un livre que j'avais fait autour de la mécanique sectaire, puisqu'en fait, la mécanique sectaire s'articule autour d'une théorie. Plus c'est simple, plus ça passe. C'est-à-dire que nous avons tous besoin de pensée magique. Or, dans tout ce qui est spiritualité, au sens large du terme, nous avons tous, à un moment, on parlait du deuil, lorsqu'on perd un être cher, on se dit que ça serait super si on pouvait le re-rencontrer. Et voilà, on peut aller voir des médiums, des machins, des trucs. Et c'est certainement beaucoup trop simple, en fait. Je ne sais pas comment on peut aborder ça, mais en tout cas, il ne faut pas en sortir avec l'idée je vais aller voir une médium, je vais retrouver papa, maman ou quelqu'un qui m'est cher. Je ne pense vraiment pas que ça se passe comme ça, la médiumnité. D'ailleurs, je pense que la médiumnité, les gens rentrent en contact avec les esprits quand les esprits veulent bien venir et pas sur commande. Tu vois, et il peut y avoir un dérapage qui est mauvais pour la personne. Et ce serait quoi pour toi une bonne façon, on va dire, de se prémunir justement de la pensée magique? Comment on s'empêche de ne pas croire tout et n'importe quoi? C'est quoi la bonne façon de faire? C'est d'avoir du recul, un libre arbitre, et on en revient globalement à la discussion de tout à l'heure. Où est notre libre arbitre dans ce siècle où notre cerveau est sans arrêt sollicité par des informations, donc par une information passive? Je dirais que peut-être il va falloir redonner son sens à la lecture. Parce que la lecture, c'est aller vers quelque chose qui n'est pas imposé, mais qui est plutôt proposé. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je crois qu'on a, les enfants ont quand même des moments de lecture prévus dans leur emploi du temps scolaire. Peut-être le vivent-ils comme une contrainte, mais pas tous. Il y a quand même beaucoup de bons lecteurs. Je pense réellement que la lecture, c'est un outil de liberté. La lecture, l'enseignement primaire, où les gens vont être enseignés correctement de façon à pouvoir lire aussi. Alors, il n'est pas question de prôner telle ou telle méthode, mais c'est toute cette ouverture-là, je pense, qui est nécessaire. Et après, il y a une deuxième chose qui me paraît importante, c'est la méditation. Alors, la méditation, on va dire que oui, c'est yogi, les machins. Moi, j'en fais parfois la méditation. C'est pas que je suis mauvaise en méditation, mais je ne vais pas dire que c'est ma tasse de thé, mais ça me permet de me poser. Et la méditation chez les enfants semble quelque chose de très bien. Il y a deux choses moi, mon rêve, ça serait cette méditation qui permet aux enfants des instants de calme, en fait, et l'école dans la forêt. Chaque fois que c'est possible, le contact, l'école dans la forêt, c'est quelque chose qui, je crois, est assez fréquent dans le nord de l'Europe. Il y en a en France, mais pas suffisamment. Mais toutes les expériences oui, c'est en Scandinavie des enfants plus épanouis. Et le top, c'est la méditation dans la forêt. Enfin, moi, j'en ai fait pas mal. Et en fait, ça t'aide à revenir à ton intériorité. En fait, c'est vrai qu'on a trop habitué les gens à s'occuper de l'extérieur, de nous-mêmes. Alors que quand on prend... C'est vrai que la méditation, pour moi, c'est déjà ça. C'est comment alors, c'est pas égocentrique, mais c'est comment je me ressente sur ma pensée et sur mon intériorité, quoi. Avant d'aller vers les autres, est-ce que je sais qui je suis, en fait, quoi. Et puis, aussi, reprendre conscience de son corps. Parce qu'en fait, la méditation est souvent fondée sur la respiration. Mais lorsque l'on est comme ça, fasciné par un écran, j'adore ça, moi je suis quand même bien consommatrice. Moins parce que... Mais bon, je suis une bonne consommatrice d'écran. Mais on n'a plus de corps, on n'a plus rien. Et donc la méditation, comme le sport, etc., redonne un sens à la relation qu'il y a entre corps et esprit.
Et c'est pas pour rien qu'on dit à l'heure actuelle que pour développer les facultés intellectuelles, il n'y a rien de mieux qu'une course à pied ou un exercice physique. Tout ça, ça a un sens. En fait, ce que je déplore dans les écrans, c'est qu'ils éloignent l'homme de la nature. Et alors l'homme de la nature, c'est-à-dire la nature, celle qui vit, celle avec laquelle on peut être en phase, et puis la nature humaine qui est grégaire. Et nous sommes des êtres sociétaux. Nous avons besoin des autres pour exister. Voilà, pour exister, pour apprendre, pour accéder à l'altérité, c'est-à-dire au sens de l'autre, qui est la première prévention de la violence. Parce que si on vit en dehors de l'autre, on ne va pas avoir conscience qu'on fait du mal à l'autre. Et donc, à partir de ce moment-là, voilà, on va poignarder son prochain comme on écraserait une mouche. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas vraiment d'empathie pour une fourmi. Hein. Honnêtement, tant pis pour les gens qui sont pas d'accord, mais bon, j'écrase une fourmi, je m'en fiche. Hein. Eh ben, je peux imaginer que quelqu'un qui vit complètement étranger dans son groupe tue le petit copain parce qu'il est juste devant lui ou parce qu'il lui a piqué son pain au chocolat. Ça paraît énorme, ça n'est pas tant que ça, sans diaboliser le sujet. C'est concevable. Donc attention, help. Sur l'application Messenger, on peut prévoir des messages vidéo, entre autres, à transmettre à nos proches après notre décès. Donc en fait, c'est vraiment qu'une des fondations de Messenger, c'était vraiment ça, afin de les accompagner peut-être au mieux dans ce temps de transition, qui est la phase de deuil, et peut-être de mettre des mots sur notre propre vie et sur la relation qu'on a eue avec l'autre. Alors c'est vrai que je parle souvent et moi ça me touche toi, que tu sois là, en tant qu'écrivain, je parle souvent de reprendre le contrôle sur le dernier chapitre de sa vie, ce qui est rarement le cas finalement. Moi, ça a été un petit peu cette observation-là, parce que j'ai accompagné des gens dans cette phase de deuil, et c'est souvent une phase où les gens n'ont pas la chance finalement de faire des choix, en fait. C'est quelque chose d'un petit peu subi. Donc, c'est vraiment un des gros enjeux de Messenger, c'est comment on peut, de manière individuelle, reprendre le contrôle sur ce dernier chapitre. Le message posthume, tu veux dire ? Oui, alors ce message, mais qui amène forcément qu'une réflexion, parce que moi, j'y vois évidemment quelque chose de très beau de faire un message pour les gens qui comptent pour moi, mais ça amène forcément la réflexion de dire que dire dans ce message, en fait, tu vois. Et donc, qu'est-ce que toi, ça t'inspire, en fait, cette nouvelle possibilité grâce à la technique d'aujourd'hui, c'est quelque chose maintenant qu'on peut faire. Catherine, c'est vrai que toi, tu as la chance, grâce à tes romans, d'avoir une espèce de forme de transmission qui va te survivre. À tes proches, et puis bon, je pense à un cercle quand même beaucoup plus large que tes proches. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle possibilité de pouvoir anticiper des messages pour ceux qui vont devoir continuer leur vie sans toi, dans quelle mesure ça pourrait, pourquoi pas, adoucir ou accompagner ce temps de deuil qu'ils vont devoir vivre? Bon, je vais le dire alors. Vivez la vie telle qu'elle se présente, surmontez les épreuves qui s'offrent à vous comme des expériences qui vous rendront fort, et surtout, vivez le bon pour ce qu'il est, la richesse et l'émerveillement de la vie. Ça, c'est un très très beau message, je pense qu'on pourra le garder comme une conclusion. Alors oui, j'avais qu'une dernière question, peut-être un petit peu pratique pour celles et ceux qui nous regardent, et c'est vrai que ton regard de médecin forcément est très important. On parle de la mort, mais c'est vrai que souvent la véritable angoisse derrière, c'est le mal vieillir. Est-ce que toi, tu aurais des conseils peut-être pour les gens pour bien vieillir par rapport à la santé, à notre corps, à notre cerveau? Est-ce qu'il y a des pratiques qui sont favorables et qui vont permettre de vieillir peut-être un peu mieux que la moyenne? Alors, ce que je vais dire, c'est... Ce n'est pas des conseils péremptoires parce que tout le monde n'est pas égal devant le processus de vieillissement. Certains sont prématurément, ont un corps prématurément altéré par une maladie. Mais lorsqu'on a la chance d'être en bonne forme, pour durer, il y a effectivement des conseils qui sont très simples. Bouger, c'est-à-dire 30 minutes par jour consacrées à un exercice physique. Être le moins stressé possible. Déjà faire quelque chose qui vous fait plaisir,
Puis voilà, et après je pense qu'il faut ne pas considérer l'âge qui avance comme une perte totale. C'est vrai que de toute façon vieillir c'est perdre, hein, ça c'est sûr. Mais on peut ralentir le processus en mangeant bien, en bougeant, en étant moins stressé, en s'entourant de gens positifs et opter pour une pensée positive. Tout ça, ça a l'air d'être un peu dans le monde des bisounours, mais non. Non, là je peux pas résumer en 30 secondes, mais je pense réellement que c'est la bonne formule. Donc en fait, un environnement le plus positif possible, ça s'assoit sur ce qu'on ingurgite, qu'on met dans sa tête ou dans sa bouche, c'est vraiment de... Et continuer d'avoir des projets, c'est-à-dire d'avoir des activités. Alors, bon, parfois, je vois ça souvent chez les hommes, hein, ils quittent leur profession et il n'y a plus personne. Non, je pense qu'en fait, la carrière, soit on peut la continuer par des missions, des choses comme ça, soit on fait un trait dessus et on embraye sur autre chose. Je pense que la retraite la plus mal vécue est une retraite oisive, parce qu'au début, c'est les vacances et après... Et non préparé, non peut-être... Oui, peut-être. Effectivement, dans sa vie professionnelle... Est-ce qu'il faut anticiper pour avoir un peu moins ce phénomène de rupture? C'est ça. Pas de consacrer tout son temps, toute son énergie au boulot. Et les jeunes, d'ailleurs, les jeunes générations, elles le comprennent très bien. Maintenant, elles savent qu'il y a une vie après le travail. Et je pense qu'il faut effectivement tirer une partie de cette nouvelle philosophie qui est très positive. Super. Place aux jeunes. En tout cas, grand merci pour cette interview. Je pense qu'on en fera d'autres. Merci beaucoup. Je suis trop bavarde peut-être, mais bon. Non, mais c'est vraiment... c'est des gros sujets, donc en fait, c'est compliqué de s'arrêter. J'invite vraiment tout le monde à lire ce livre, Le Mort de La Rochelle, que j'ai dévoré. Ouais. Je vais le reprendre, de toute façon, on va mettre le lien. Si vous êtes comme moi, vous allez le lire en une grosse journée, parce que c'est vraiment très très passionnant. Donc un très très bon polar, moi ça m'a remué. Puis en tout cas pour toutes les personnes qui s'intéressent à tous ces sujets de la vie, de la mort, de la façon de traverser le deuil, c'est vraiment très très passionnant. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt.